augmenter les impôts des Français. Je veux qu'on lève le tabou du licenciement dans la fonction publique. Le ministre de la Transformation et de la Fonction publique veut faire sa réforme à l'automne. Nous nous opposerons à la plus grande des vigueurs et par tous les moyens constitutionnels à ce plan caché que vous dissimulez aujourd'hui aux Français. Créer des taxes supplémentaires, des impôts supplémentaires ou d'augmenter les impôts qui sont existants, ça n'est pas la réponse de ce gouvernement. Il n'y a pas de plan caché, nous n'augmenterons pas l'impôt sur les Français. Si demain, le gouvernement augmentait les impôts justement pour compenser ces impérities, sa mauvaise gestion, alors il faut qu'il soit sûr que ce dépôt de motion de censure tombera automatiquement. Le gouvernement essaie d'inventer une histoire pour augmenter les impôts sans le dire, pour être tout à fait franc. Que nous allons travailler avec plusieurs parlementaires de la majorité qui accompagneront le gouvernement dans les prochaines semaines, dans cette même logique de taxation des rentes inframarginales d'énergéticiens ou de profits indus liés à la spéculation dans le cadre de l'inflation. Vous aussi, vous n'y comprenez plus grand-chose aux finances publiques ? Vous vous demandez simplement si vous allez être davantage taxé ? Ne vous inquiétez pas, VA+, entend bien éclairer votre lanterne grâce à Charles Prats, ancien magistrat connu pour son activité dans la lutte contre la fraude fiscale et sociale. Alors, bonjour Charles Prats, merci d'être avec nous aujourd'hui pour répondre à des questions sur un sujet que peu de nos abonnés connaissent bien, donc j'espère qu'on va réussir ensemble à démêler un peu tout ça. Donc vous êtes ancien magistrat à la délégation nationale à la lutte contre la fraude du ministère de la Finance. Des Finances. Des Finances, exactement, oui, justement. C'est pour ça qu'on va rien comprendre à tout ça, mais on va essayer de s'en sortir. Alors je vais commencer par une phrase d'Emmanuel Macron, qu'il a déclarée lundi 8 avril. Nous n'avons pas un problème de dépenses excessives, mais un problème de moindres recettes. Alors que évidemment, son gouvernement proposait de rectifier le budget jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, parce que tout est en train d'un peu bouger, c'est très politique comme question. Donc rectifier son budget pour correspondre aux prévisions qui ne sont pas celles qu'ils avaient prévues apparemment. En quoi cette phrase pose question ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que Emmanuel Macron signifie là-dedans ? Ça veut dire très clairement, si on veut aller directement à la fin de ce que cela signifie, ça veut dire que les impôts vont augmenter. Contrairement à ce que tout le monde dit, à ce que Bruno Le Maire dit, etc. Quand on vous dit que le problème, c'est pas un problème de dépenses, c'est un problème de recettes, ça veut dire qu'il faut augmenter les recettes. Et donc, qui dit augmenter les recettes, ça veut dire augmenter les impôts. Il n'y a que ça comme solution pour augmenter les recettes, il n'y a que augmenter les impôts ? Si vous devez augmenter les recettes, oui, vous devez augmenter les impôts. Ou alors vous réduisez les dépenses. Si vous avez le déficit, c'est assez simple, le déficit, tout le monde peut comprendre. Un déficit, c'est quand vous dépensez plus que ce que vous gagnez. Donc il y a deux solutions pour réduire le déficit. Soit il faut dépenser moins, soit il faut gagner plus, soit les deux. Mais à un moment donné, si on vous dit non, c'est pas un problème de dépense et donc on veut maintenir une dépense publique à un niveau complètement stratosphérique, comme c'est le cas en France, ça veut dire qu'il faut augmenter les recettes. Mais bon, ça date pas d'aujourd'hui. Ça fait quelques années que j'explique qu'on nous prend un peu pour des imbéciles et que, bien évidemment, ceux qui disent que les impôts n'augmenteront pas racontent des carabistouilles aux Français. Évidemment que les impôts vont augmenter. Et on voit bien où est-ce qu'on en est. Et alors, le problème d'Emmanuel Macron, c'est aussi un problème juridique. Vous avez soulevé la question, vous dites qu'on en parle beaucoup en ce moment, un problème d'hypothèse de croissance qui avait servi à établir la loi de finances l'année dernière, donc pour la loi de finances de 2024, qui était totalement fantaisiste. Tout le monde l'avait dit d'ailleurs. Ça avait été même soulevé devant le Conseil constitutionnel qui, une fois encore, a gentiment passé l'éponge sur les gabegies gouvernementales en disant non, il n'y a pas de problème d'insincérité budgétaire. Évidemment qu'il y avait un problème d'insincérité budgétaire. On le voit 2 mois après. Et donc le budget a été établi avec des hypothèses de croissance totalement farfelues. Qui dit hypothèse de croissance très surévaluée dit recettes fiscales très surévaluées. Et donc, en réalité, avec un déficit très minoré par rapport à la vérité. Oui. Et 2 mois après, la vérité, elle tombe tout cru. Au lieu d'avoir un déficit qui était prévu à 4,4%, ce qui est déjà énorme, on nous explique que le déficit de 2023, donc l'année précédente, sera à 5,5 et que le déficit de 2024 sera à 5,1. Ce sont les chiffres là aujourd'hui, à l'heure où je vous parle. Donc, ça veut dire qu'on a un déficit 2024 prévu, d'ores et déjà, là on est au mois d'avril, non pas à 4,4% du PIB, mais à 5,1% du PIB. Donc ce sont des dizaines de milliards d'euros de déficit supplémentaires par rapport à ce qui était prévu. Et donc là, quand vous avez ça, il n'y a pas 36 solutions. Il faut réagir. Et donc le droit constitutionnel, le droit financier, ce qu'on appelle la loi organique sur les lois de finances,
prévoit en gros 2 possibilités. Soit vous avez une possibilité, puisque là vous avez un écart par rapport à la prévision de la loi de finances qui a été votée pour le 31 décembre 2023, loi de finances pour 2024. Donc on est en période d'exécution budgétaire de 2024. Donc pour rattraper le coup, vous avez 2 possibilités. Soit le gouvernement utilise son pouvoir réglementaire, c'est-à-dire prend un décret d'annulation de crédit pour pouvoir compenser la dérive du solde budgétaire qui est constatée. Soit il passe par ce qu'on appelle un collectif budgétaire dans le jargon, c'est-à-dire une loi de finances rectificative, et donc il doit aller devant le Parlement pour faire adopter une loi de finances rectificative. On revote une loi. Une loi de finances rectificative qui reprend en compte les nouvelles conditions de l'équilibre budgétaire, la croissance, le déficit, etc. Et donc on refait un équilibre budgétaire. Parce que l'équilibre qui a été voté au 31 décembre, il ne tient plus. Le gouvernement a choisi, c'était le 21 février de mémoire, le décret, a choisi de passer par un décret d'annulation de crédit de 10 milliards d'euros. Vous savez, c'est le fameux 10 milliards d'euros d'économie. Bon, voilà. Donc, décret du Premier ministre, gouvernemental, 10 milliards d'euros d'annulation de crédit. Parce que le président de la République ne veut pas passer devant le Parlement. Est-ce que vous pourriez juste nous dire ce que ça signifie, l'annulation de crédit ? Ça veut dire tout simplement, vous avez un décret, vous pouvez aller au journal officiel, le gouvernement dit, voilà, tel ministère, tant de milliards en moins de crédits ouverts, tel ministère, 32 millions, etc. Et puis après, on décline selon les missions, vous savez, dans la loi de finances, vous avez des missions, des programmes, et après, on va décliner les annulations de crédits par secteur d'activité de l'action publique. Donc là, il y en a pour 10 milliards d'euros. Parce que Emmanuel Macron, contrairement à ce que souhaitait Bruno Le Maire disait qu'il faut faire une loi de finances rectificative. Ça lui a pas plu. Voilà, le président de la République ne veut pas parce qu'ils ont la trouille de se la faire shooter avec une motion de censure. Parce qu'évidemment, une loi de finances rectificative, ils devront aller au 49.3 puisqu'ils n'ont pas de majorité à l'Assemblée. Et derrière, c'est le prétexte qu'attend le groupe Les Républicains pour déposer une motion de censure. Et en fait, c'est l'occasion qu'attendent toutes les oppositions pour faire sauter le gouvernement. En tout cas, pour le censurer. Et éventuellement, pour certains, essayer de se dire, tiens, on va avoir des élections législatives partielles avec une dissolution de l'Assemblée, etc., etc. Donc là, on peut rentrer après dans les considérations plus politiques. Mais techniquement, donc, l'Élysée a dit, non, on ne fait pas de loi de finances, on fait un décret d'annulation de crédit. Alors ça pose beaucoup de questions juridiques. Je vous annonce un petit scoop d'ailleurs au passage, il faut bien donner des petites choses pour Valeurs Actuelles. Mais juridiquement, le gouvernement ne pouvait pas faire ça. Voilà. Vous avez des limites qui sont fixées, des limites constitutionnelles et de droit budgétaire. Le gouvernement ne peut prendre un décret d'annulation de crédit que dans la limite de 1,5% des crédits ouverts dans la loi de finances. Ce qui correspond à là, on doit être à 10 milliards de crédits, d'annulation de crédit, on doit être à 1,7%. D'accord. Donc d'ores et déjà, à regarder de manière plus fine, le gouvernement a explosé le seuil qui lui était ouvert pour procéder par décret. Donc déjà, le décret est illégal. C'est bien, on est ravis. Le décret d'annulation de crédit est illégal. Il fallait passer, si on voulait annuler 10 milliards de crédits, il fallait passer par une loi de finances rectificative. On ne peut pas le faire par décret. Première chose. Deuxième chose, ce n'est pas de la compétence du président de la République. Voilà. Emmanuel Macron qui dit on fait pas de loi de finances, etc. C'est pas de sa compétence. C'est la compétence du Premier ministre. C'est le pouvoir du Premier ministre. On est en plein dans l'article 21 de la Constitution. Ce n'est pas une compétence, ce n'est pas un pouvoir du président de la République de décider ou pas s'il va y avoir une loi de finances rectificative ou de prendre un décret ou de passer par la voie d'un décret d'annulation. Alors, politiquement parlant, évidemment, c'est lui qui drive, c'est lui le patron, mais juridiquement parlant, ce n'est pas de sa compétence. Ça veut dire d'ailleurs que le juge administratif, le Conseil d'État, pourrait tout à fait annuler la décision non publiée mais annoncée partout du président de la République de dire on ne va pas faire de loi de finances rectificative parce que ça n'est pas dans sa compétence. Il n'en a pas le pouvoir. Donc ça, deuxième chose. Troisième chose, le décret d'annulation de crédit ne peut être pris que pour revenir à l'équilibre budgétaire antérieur. Or là, vu le volume de la dérive, c'est-à-dire qu'on était de 4,4% à 5,1%, on est très au-delà des 10 milliards et on est de toute manière très au-delà du seuil des 1,5% de crédits engagés qu'on peut rectifier par décret. Donc là encore, on voit bien qu'on est obligé, pour revenir
à ce qui a été voté de revoir à la baisse, en fait. à la fin de l'année dernière, on est obligé de passer par une loi de finances rectificative, par un collectif budgétaire. Donc vous avez tous les moyens juridiques qui sont ouverts pour dire au gouvernement, ça va pas, votre décret d'annulation de crédit, il n'est pas bon, vous devez passer par une loi de finances rectificative. Et qui peut lui imposer de se ranger? Alors, très objectivement, c'est le Conseil d'État. Okay. Donc ça pourrait être un recours. Donc, je suis en train d'étudier justement la potentialité de le faire, puis il faut le faire vite puisque le décret est du 21 février. Oui. On a jusqu'au 21 avril pour attaquer, donc en gros jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Mais c'est pas impossible que j'aille faire un petit tour à Place du Palais-Royal au Conseil d'État pour déposer un recours, histoire de rigoler un peu, quoi. Ça mettrait un peu d'ambiance. Oui, voilà. histoire de piquer un peu. Mais si vous voulez, ou des parlementaires d'ailleurs pourraient le faire. Très bien, ok. Vous avez un problème qui est là, il est constaté. L'INSEE a publié les chiffres, donc tout ça c'est objectivé. On sait qu'on est très au-delà de la dérive, au-delà donc du 1,5% des crédits votés dans la loi de finances. Donc on est obligé juridiquement de faire un collectif budgétaire. Ils ne peuvent pas ne pas le faire. Okay. Sinon ils violent la Constitution, ils violent la loi. Voilà. Donc à eux de voir s'ils veulent prendre ce risque d'être dans l'illégalité la plus complète. Mais ça pose un vrai problème démocratique parce que quand même la base du parlementarisme, c'est le consentement à l'impôt et ce sont les problèmes financiers. Et donc là, s'asseoir sur le Parlement sur un sujet aussi grave de finances publiques, ça commence à poser un certain nombre de questions. Démocratique, tout simplement. Donc, je pense que la position de Bruno Le Maire, qui était de dire il faut retourner devant le Parlement pour faire une loi de finances rectificative, était la bonne position. C'est une bonne position technique, c'est une bonne position juridique, c'est une bonne position politique aussi, parce qu'il faut expliquer les choses aux gens, et peut-être qu'à ce moment-là, effectivement, leur dire, ben voilà, on va choisir telle et telle réduction de dépenses, on va choisir telle et telle augmentation de recettes, augmentation d'impôts, mais que les choses soient faites de manière transparente, démocratique, et dans le cadre du processus constitutionnel normal. Comment ça se fait que ces hypothèses de croissance aient été mal identifiées? Comment ça se fait qu'on ait dépassé à ce point ce qu'on avait le droit de dépenser? Alors, c'est pas que les hypothèses de croissance aient été mal identifiées, c'est une bonne vieille technique politique qui est de donner des hypothèses de croissance. Donc c'est pas naïf? Bien sûr que non, c'est pas naïf. D'accord. Des hypothèses de croissance surévaluées pour avoir un affichage budgétaire correct. Et après, ah mon Dieu, la croissance n'était pas là, la situation économique s'est retournée, c'est la faute de l'Allemagne, c'est la faute de l'Ukraine, c'est la faute de Poutine, c'est la faute de Biden, c'est la faute de je ne sais pas qui. Ah là 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 là. Okay. Voilà, donc c'est toujours le même cirque. Sauf que là, ça marche pas. Enfin là, ça a l'air de se voir quand même. Là, ça y est, ça se voit. Là. Ouais. Et ce qui est assez amusant, alors c'est quelque chose qui est assez régulier, mais ce qui est assez intéressant, c'est que pour la première fois, l'information passe un peu le mur du son et ça atteint le grand public. Oui. C'est-à-dire que ça devient vraiment un sujet politique. Vous l'avez dit, ce sont des sujets qui sont quand même assez techniques. En général, les journalistes s'en fichent un petit peu. Le grand public n'a pas conscience de ces problèmes-là, sauf quand ça l'impacte très directement. Historiquement, c'est arrivé en France. John Law, début du XVIIIe siècle. Ensuite, la crise financière préalable à la Révolution française, puis la crise du Directoire. Voilà, à chaque fois qu'il y a eu des gros problèmes financiers de finances publiques pour l'État français, ça a fini en grosse rupture derrière, de régime, crise sociale, etc. Là, on n'est pas très très loin, on est au bord du gouffre. Parce qu'en réalité, quand vous regardez l'état d'endettement, on est à plus de 3 000 milliards de dette nominale, vous rajoutez les engagements hors bilan en plus, on n'est pas loin des 6 000 milliards. Et il y a quelques années, comme on est toujours en déficit, on ne dégage pas d'excédent pour rembourser la dette qui arrive à échéance. Donc du coup, on réemprunte pour rembourser les emprunts des années précédentes, et donc avec des nouveaux emprunts. Sauf qu'avant, on le faisait à 0% de taux d'intérêt. Maintenant, c'est plus la même musique. Et donc c'est maintenant que la catastrophe arrive, parce qu'on a tellement emprunté à 0%, et on est tellement incapable de dégager des excédents budgétaires pour pouvoir, et donc de la trésorerie, pour pouvoir rembourser ces emprunts qui avaient été faits à 0%, qu'on est obligé d'emprunter à 3%, peut-être même plus, aujourd'hui, pour rembourser ces emprunts-là. Et donc c'est maintenant que le mur va se présenter. C'est ce que j'avais dit pendant la campagne présidentielle, quand Emmanuel Macron expliquait que la dette, il s'en occuperait à partir de 2026, c'était après lui le déluge. C'était la fameuse formule que j'avais lancée à l'époque. On nous a vendu le Mozart de la finance, on a le Beethoven de la dette. Et là, c'est très 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 compliqué. Et moi, j'estime que si on ne fait rien de manière
très vigoureuse dès aujourd'hui, on se prend le mur en 2027-2028, peut-être même avant. Et ça va être très compliqué. Ça va être très douloureux. Est-ce que dans ce début de mur qui nous arrive, il y a bientôt la période des notations par les agences de notation? Est-ce qu'on a à craindre ces notations? Est-ce que vraiment ça joue sur notre commerce extérieur? Enfin, est-ce que ça... Non, les notations, elles jouent sur c'est la notation de la dette, en fait. Donc, elles jouent éventuellement sur les taux d'intérêt des emprunts. Mais bon, les agences de notation, je ne suis pas sûr qu'elles fassent une révolution à la fin du mois d'avril et au mois de mai. Quand vous voyez que, je crois que c'est l'agence Fitch de notation, a expliqué que la ville de Paris avait la meilleure note possible en matière de gestion. On peut se poser des questions. Voilà, je pense qu'ils peuvent concourir pour le prix de l'humour politique 2024. C'est parce que si Anne Hidalgo et la ville de Paris étaient super bien gérées, ça se saurait, quoi. Oui. Voilà, donc il faut voir ce que ça va donner. Donc ça n'a pas une grande puissance d'image. Alors il y a une quinzaine d'années, souvenez-vous, c'était du temps de Sarkozy, ils étaient tous là, mon Dieu, si la France perd son triple A, voilà. Ça va être une catastrophe. Puis la France, elle a perdu son triple A, puis ça n'a pas changé grand-chose. Donc je ne crois pas à la révolution due à une dégradation de la note de la France des agences de notation. Ça ferait les titres de la presse pendant 24-48 heures, et encore. Et voilà. En revanche, la réalité, c'est qu'est-ce qui va se passer sur les marchés, quel est le spread, et donc les différences de taux avec les autres pays, et puis en gros à quel prix on va pouvoir se refinancer, et à quel prix l'agence France Trésor va pouvoir placer la dette française. Et donc ça, si ce prix l'augmente, si les taux d'intérêt augmentent, ça va rapprocher d'autant plus le mur. Et quand on va se retrouver d'ici quelques années à avoir 100 milliards d'euros par an de charges d'intérêt à rembourser, ça va faire bizarre. Ça va vraiment faire bizarre. Et le problème, c'est que personne ne se pose les bonnes questions. Parce qu'on dit oui, augmenter les recettes. Vous voyez, c'est pas un problème de dépenses, c'est un problème de recettes pour le président de la République. Non, c'est un problème de dépenses avant d'être un problème de recettes. Parce que le problème de recettes, on est dans le pays déjà où il y a le plus de prélèvements obligatoires. C'est pas un problème de recettes. Au contraire, la pression fiscale, il faut la baisser. Pour enclencher un système un peu vertueux, quoi. Ou en tout cas la répartir de manière différente et arrêter de la concentrer toujours sur les mêmes. C'est un autre sujet. Le problème, c'est un problème de dépenses. Quand vous êtes dans un pays comme la France où un tiers du PIB, ce sont des dépenses de protection sociale, on est à 900 milliards d'euros de dépenses de protection sociale, il faut commencer à se poser des questions. J'avais une question justement par rapport à ça. On voit qu'effectivement le budget est énormément consacré aux prestations sociales et assez peu aux fonctions régaliennes de l'État, de la sécurité, etc. La santé, tout ça. Enfin, si, un peu quand même la santé, mais bref. Et est-ce que c'est possible de changer un peu, de distribuer d'un domaine à l'autre, ou est-ce que c'est vraiment chacun garde ses sous et c'est compliqué de le budget répartir. Alors le budget de la protection sociale, il dépend en partie de la sécurité sociale. Dedans, vous avez énormément de retraites, une grosse part des retraites dans la protection sociale. Évidemment, les dépenses d'assurance maladie, vous l'avez dit, dépenses de maladie, les allocations, etc., etc. Bon, mais ce qui est certain, c'est que quand vous regardez la part des dépenses de protection sociale dans le PIB, vous vous rendez compte que depuis une quarantaine d'années, on devait être à 18% à l'époque, je crois. De mémoire, on était sous les 20%. On est passé à 32%, à peu près. Donc on a un vrai sujet. Et donc là, tant qu'on n'aura pas compris que c'est là-dessus qu'il faut trancher. Mais ça va faire hurler dans les chaumières. Hurler à un moment donné, il faut se dire que si on ne remet pas les choses au carat, ça va être très compliqué. Vous savez, il n'y a pas 36 solutions. C'est soit on coupe dans les dépenses de protection sociale, soit on court à la catastrophe. Et donc à un moment donné, il va peut-être falloir se poser la question de savoir si la retraite par répartition, est-ce que c'est le bon système, ou est-ce qu'il faut passer sur une retraite par capitalisation. Si on avait fait ça il y a quelques décennies, on n'aurait pas le niveau de dépenses. Vous pouvez rappeler assez pédagogiquement la différence entre les deux. Retraite par répartition, en fait, ce sont les actifs. C'est le système actuel. Voilà, c'est le système actuel, les actifs qui payent pour les retraités actuels. Plus vous avez le principe des retraites de la fonction publique qui en fait sont budgétées, c'est sur le budget de l'État, ce sont des pensions, ce ne sont pas des retraites, donc il n'y a pas de caisse, etc. Mais alors que dans un système par capitalisation, chacun est responsable de la constitution de son patrimoine pour la retraite, et donc on n'est plus sur de la dépense publique. C'est le système américain pour le coup? Pas spécialement américain, mais c'est un système dans lequel vous épargnez tous les mois pour votre retraite.
donc dans le cadre de fonds, etc. Et donc, ça vous permet de sortir ça de la dépense publique et accessoirement, ça vous permet de constituer des fonds souverains, entre guillemets, qui peuvent investir dans l'économie. Donc, même après, derrière, en termes de stratégie, de puissance économique, c'était ce qu'il fallait faire. Voilà. Il fallait le faire il y a 30 ans. Voilà, bon. Comme beaucoup de choses. Il n'est jamais trop tard. Mais si vous voulez, le choix qui a été fait d'exclure complètement la retraite par capitalisation est une erreur stratégique majeure des pouvoirs publics français. Parce qu'au-delà du principe d'avoir des retraites sorties du système de financement public, ça permettait d'avoir un outil de puissance économique. Alors, ce que les fonds de pension américains. Les fonds de pension américains, ce sont des outils de puissance des États-Unis pour prendre des participations, racheter des entreprises, etc. Et c'est un outil du soft power américain. Et nous, on est des crétins de ne pas l'avoir fait. Mais bon, ça c'est la France, l'histoire de France depuis des siècles, c'est des occasions manquées. C'est ça l'histoire de France. Après, sur la dépense publique, vous avez les dépenses d'assurance maladie. Là, il y a beaucoup de choses à faire. On peut les réduire, notamment avec toute cette prise en charge, c'est ce que je dis depuis des années, plus de 75 millions d'assurés sociaux pris en charge pour 67 millions d'habitants. Donc à un moment donné, il faut arrêter le sketch. Évidemment que si vous sortez les X millions de gens qui n'ont rien à faire dans le système, vous allez avoir des milliards d'euros d'économies chaque année. Et c'est là que vous voulez dégager les marges de trésorerie pour permettre après, non plus d'en réemprunter encore pour rembourser les emprunts, mais au contraire d'avoir dégagé un solde positif pour rembourser les emprunts qui arrivent à échéance et de ne pas être obligé de réemprunter pour le faire. Et donc c'est ce type de plan pluriannuel à mettre en place sur 10-15 ans qui va permettre d'assainir les finances publiques et aussi de dégager des marges de manœuvre budgétaires pour d'autres politiques publiques qui sont vitales. En ce moment, on voit bien la situation internationale, il faut remettre des sous dans la défense, dans nos armées. Et c'est pas avec 1 milliard par-ci, 1 milliard par-là. Ce sont des dizaines de milliards d'euros qu'il faut remettre dans la défense nationale. Et moi, personnellement, excusez-moi, mais je préfère qu'on mette de l'argent dans l'armée française plutôt qu'à filer des allocs à la terre entière. On a parlé tout à l'heure du Mozart de la finance, que vous surnommez le Beethoven de la dette, mais on n'a pas parlé de Bruno Le Maire. Parce que Emmanuel Macron a récemment... Premier violoncelliste dans le concert, c'est ça ? C'est ça. Emmanuel Macron a récemment, lors d'une réunion sur les finances, justement, lancé à Bruno Le Maire. Bruno, ça fait 7 ans que tu es là. Donc ma question est, selon vous, quel est le bilan de Bruno Le Maire et qu'est-ce qu'il a fait ou ne pas fait ? Est-ce qu'on est à charge contre lui à raison ou est-ce que, en fait... Emmanuel Macron et son gouvernement se servent un peu de lui pour le faire ramasser un peu ce que Emmanuel Macron lui-même n'a pas su faire. Alors, si vous voulez, Emmanuel Macron, il n'est pas là que depuis 2017. Tout le monde oublie que de 2012 à 2014, il était secrétaire général adjoint de l'Élysée en charge de l'économie, sous François Hollande. Et puis après, il était ministre de l'économie. Emmanuel Macron, quand on va arriver à la fin de son mandat en 2027, il aura été aux manettes depuis 15 ans. Je ne suis pas certain que la situation financière sur ces 15 années-là de la France se sera améliorée. J'aurais tendance à penser que... pas vraiment. Quoi. Alors Bruno Le Maire, il a bon dos. Oui, c'est ça. Il a bon dos. Certes, il est ministre de l'économie. Alors, il est ministre de l'économie, très bien. Il a la compétence. Il drive le ministère du budget qui est un peu en dessous de lui. Il présente les lois de finances chaque année. Mais vous savez comment ça se passe, il y a des arbitrages, les arbitrages sont pris à Matignon, donc chez le Premier ministre, et puis dans un système présidentiel où vous avez la majorité parlementaire qui est de la même couleur que le président de la République, ça procède du président de la République. Donc évidemment, Emmanuel Macron, il ne regarde pas les trains passés depuis 2017. Voilà, il a la manœuvre avec son secrétaire général de l'Élysée, et donc la loi de finances, elle est évidemment validée, les options sont évidemment prises à l'Élysée, et Bercy propose mais ne dispose pas, sauf pour des mesures un peu techniques, etc. Ils proposent des mesures, et puis ils travaillent sur sur quoi on leur demande de travailler, mais ils ne sont pas décisionnaires in fine. Donc Bruno Le Maire, il a un peu je pense qu'on essaye de lui faire porter un chapeau un peu trop grand sur le système, enfin sur la situation actuelle. Après, il y a une co-responsabilité politique. S'il n'est pas d'accord, il peut s'en aller. Mais bon, derrière, c'est toujours compliqué. Et puis après, vous savez, vous êtes dans des systèmes d'arbitrage
C'est-à-dire qu'à un moment donné, nécessité fait loi. Vous voyez, si de 2027, il y a une alternance politique, je sais pas moi, Marine Le Pen arrive au pouvoir, Laurent Wauquiez, ou que sais-je, ou Édouard Philippe, qui vous voulez, ils vont se retrouver avec la situation financière qu'ils auront. Ça veut dire qu'ils auront un déficit qui sera là, ils auront un état d'endettement qui sera là. Avec l'État français, c'est un gros paquebot, hein, ça se manœuvre pas comme ça, hop, d'un coup de volant, un coup de frein à main, on fait un demi-tour, non. Donc ça va être très compliqué. Et donc, quand vous prenez une décision, en plus vous avez de l'inertie, une inertie même économique, hein, d'impact des décisions dans le monde réel. Donc ça va pas se faire aussi facilement que ça. Et donc, bon, c'est des choses, il faut pas s'attendre à des bouleversements immédiats d'amplitude très très importante et très significative immédiatement quand il y aura une alternance en 2027, quelle qu'elle soit, puisque normalement il y aura une alternance, hein, puisque Emmanuel Macron ne peut pas se présenter à nouveau. Maintenant, l'exemple argentin démontre qu'il est possible de faire des choses. Vous voyez, Javier Milei, tout le monde s'est moqué de lui, voilà, Afuera, quand vous regardez les résultats, alors certes, il y va bien comme il faut, mais il a des résultats. Il a des résultats en Argentine. Et donc, vous allez voir que dans les mois et les années qui viennent, ça va être la nouvelle bête noire. Pire que Trump. Tous les progressisto-gauchistes vont s'arracher les cheveux devant l'exemple argentin. Avant, c'était Trump. Là, ça va être Milei, l'Argentine. Parce qu'à mon avis, il va redresser de manière spectaculaire l'Argentine. Et c'est très intéressant de regarder ce qui va se passer en Argentine. De voir quelle vitesse ça prend. La vitesse et les choix qui vont être faits. Ça va être très très intéressant de voir ce qui se passe en Argentine. Pour revenir sur ce que vous disiez au tout début de cet entretien, vous disiez en gros augmenter les recettes, ça va signifier plus d'impôts. Gabriel Attal a mentionné va proposer une taxation des rentes. Parce qu'il ne veut pas toucher aux impôts des Français, moyens en tout cas. Mais donc, qu'est-ce qu'il entend par taxation des rentes ? Qu'est-ce que ça va signifier concrètement ? Qui est concerné ? Est-ce qu'on a des raisons de s'inquiéter ? Ah oui, ça, vous avez des raisons de vous inquiéter, évidemment. Taxation des rentes dans leur esprit, vous savez, Bercy, c'est la folle... appelé super profit pour ceux que ça non, peut aider. C'est pas du tout les super profits, mais évidemment pas. La taxation des rentes, Bercy, c'est la folle fabrique des impôts. C'est une expression que je chippe à mon ami le professeur Frédéric Douai, hein, qui est un professeur de droit fiscal et membre du conseil de prélèvement obligatoire à la Cour des comptes. Et on s'amuse toujours de voir la créativité fiscale du ministère des Finances. On est super fort. Hein. Je peux vous dire qu'on a le prix Nobel tous les ans de l'invention des impôts. Hein. Enfin, les Français, on est les champions du monde là-dedans. Et donc là, la taxation des rentes, c'est une manière de préparer les esprits à la spoliation des assurances-vie des gens et à la taxation supplémentaire de la propriété immobilière. Voilà. Donc en gros, tout ce qui ne peut pas partir, ils vont se jeter dessus comme les corbeaux sur le champ de maïs. Quoi. Même s'ils continuent de nous dire que ce ne sera pas le cas. Évidemment. Vous allez le prendre où l'argent ? On ne tombe pas à neuf. Hein. Donc voilà, ça va être les assurances-vie. Donc les gens ont intérêt ils peuvent s'attendre à ce qu'on vienne leur tondre les assurances-vie. Parce qu'il y a beaucoup d'argent sur l'assurance vie, et la propriété immobilière, vous le voyez bien avec l'augmentation de la taxe foncière, et derrière, votre maison ou votre appartement, vous ne pouvez pas le mettre à l'étranger, vous ne pouvez pas le délocaliser. Donc l'État va se jeter sur la propriété immobilière, ce qui est historiquement une vieille technique, hein, rappelez-vous, 1789, les révolutionnaires se jettent sur les biens immobiliers de l'Église pour asseoir les assignats quand ils créent de la monnaie papier. Donc voilà, c'est ça dans leur idée, la taxation des rentes. C'est de s'attaquer à la propriété immobilière des Français et à l'assurance vie. Et malheureusement, je crains qu'on y arrive très très vite. Vous avez l'autre aussi option, c'est la fiscalité verte. Ça fait aussi quelques années que j'explique que tout ça, c'est la charlatanerie, hein. C'est le greenwashing des impôts. Et que toute cette histoire d'écologie et de fiscalité verte, c'est simplement pour faire gober aux gens d'être un peu plus taxés sous prétexte d'écologie. Mais en réalité, ce n'est pas du tout des impôts écologiques. C'est simplement pour que l'État se gave plus sur le dos des Français. Voilà. Donc, on va en rajouter encore un petit peu sur la fiscalité verte.
Et puis, derrière, vous verrez, s'il y a de plus en plus de voitures électriques, il y aura de moins en moins de voitures essence, donc il y aura de moins de consommation d'essence, donc il y aura moins de rentrée de ce qu'on appelait avant la TIPP, la TICPE, donc les taxes sur l'essence, ce qui est quand même une grande partie des recettes fiscales aussi, c'est beaucoup d'argent pour l'État. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire, d'après vous, une fois que tout le monde sera passé aux voitures électriques? Ils vont aller vous taxer l'électricité. Voilà. Donc, vous êtes en France. Ils adorent fabriquer des impôts parce qu'ils sont dans une incapacité chronique de penser la réduction drastique des dépenses publiques dans la sphère sociale. Voilà. Et tant qu'on n'aura pas au pouvoir des gens, et au pouvoir politique, mais aussi dans les strates inférieures au niveau de l'administration, des gens qui se disent maintenant, il y en a marre, on arrête de piquer le pognon des Français, on va aller réduire les dépenses là où il faut les réduire, c'est-à-dire au niveau de la protection sociale, c'est-à-dire la masse des dépenses, 900 milliards par an, voilà, 900 milliards d'euros par an, c'est là qu'il faut couper, parce que c'est plus possible, et parce que, on le sait très bien, hein, on arrose beaucoup de gens qu'on ne devrait pas arroser. Avec des blocages juridiques délirants. Vous avez vu la dernière décision du Conseil constitutionnel sur le référendum d'initiative partagée que proposaient les Républicains sur l'immigration, où le Conseil constitutionnel vous dit non, attention à poser une durée de résidence de 5 ans pour avoir les allocations, la prise en charge, etc. C'est trop, c'est pas possible, c'est disproportionné, etc. Mais attendez, c'est bon quoi. Faut arrêter un peu. À un moment donné, il va falloir reprendre le contrôle de la politique et reprendre le contrôle de notre argent, parce que l'argent public, il ne faut pas oublier que c'est l'argent des Français. Et alors, dernière question, parce que est-ce que vous allez nous dire si c'est une bonne idée ou pas, le ministre, j'ai plus son prénom, ce que j'étais en train de chercher, Guérini, c'est Stéphane Guérini, je crois. Bref. Quelle notoriété ce ministre. Quelle horreur. C'est dingue, hein, le nombre. Déjà, vous avez le nom de famille. Hein, oui, déjà, bien. j'ai le nom de famille, parce qu'il a proposé une réforme sur la fonction publique en disant mais c'est assez révélateur, vous voyez, de la notoriété des ministres de ce gouvernement. J'avoue. Je fais moi mea culpa à cet homme qui ne nous regardera, à mon avis, jamais. Sur justement ce qu'il je ferai appelle une capsule que je mettrai sur Twitter, je vais le taguer quand même. Hein. Ce qu'on appelle le tabou sur le licenciement dans la fonction publique. Il s'est attaqué à ça. Alors tout le monde hurle, évidemment, tous les syndicats de la fonction publique, majoritairement à gauche, hurlent en disant qu'on ne peut pas s'attaquer à ça. Et en gros, ce serait pour favoriser un peu le mérite dans la fonction publique et donc potentiellement faire un peu des économies sur certains postes de la fonction publique qui sont présents mais qui ne sont pas forcément utiles ou efficaces. Ou alors au moins ils mettent quelqu'un d'efficace. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une première bonne idée? Non, c'est une idée débile. À titre personnel, je pense que la remise en cause comme ça du statut de la fonction publique, on est dans un ballon d'essai ou une petite annonce, un effet d'annonce, histoire de donner des gages à la droite. Mais c'est pas ça qu'il faut faire. S'ils veulent d'ores et déjà économiser de l'argent dans la fonction publique, il y a une mesure toute simple à mettre en œuvre, c'est le jour de carence. Vous savez, à l'époque, on était en 2010, 2011, quand on les a introduits, les jours de carence dans la fonction publique. Et je connais bien le sujet, puisqu'en réalité, c'est moi qui avais rédigé la mesure. Elle était venue d'initiative parlementaire, donc c'était les députés UMP à l'époque de la droite populaire. Donc, vous savez, Thierry Mariani, comme il s'appelle, Jean-Paul Garot, etc., qui sont maintenant passés au Rassemblement national. Mais il y avait plein de députés, quelques dizaines de députés UMP qui avaient créé ce qu'ils appelaient la droite populaire. Et donc qui étaient à la recherche de recettes, parce que bien sûr, quand à l'époque, Bercy voulait toujours augmenter les impôts, etc., eux, ils disaient qu'ils n'avaient pas été élus pour ça. Donc ils étaient toujours techniquement à la recherche de mesures pour économiser de l'argent. Donc moi, je leur avais rédigé la mesure des jours de carence dans la fonction publique. Et donc j'avais rédigé la disposition qui permettait de passer à 3 jours de carence dans la fonction publique. Qu'est-ce que ça signifie du coup, jour de carence, c'est-à-dire que quand quelqu'un dépose un arrêt maladie, pendant 3 jours, il n'est pas payé. C'est ça, les jours de carence de la fonction publique, qui existent aussi dans le privé. Il y a 3 jours de carence dans le privé, sauf que vous avez des mutuelles qui vont vous les prendre en charge, qui vont vous les payer, etc. Ou des conventions collectives qui disent que l'employeur paye des jours de carence. Bon, voilà. Dans la fonction publique, il n'y avait pas de jour de carence. Et donc, moi, j'ai dit, on va gagner beaucoup d'argent dans la fonction publique hospitalière, territoriale et la fonction publique d'État en mettant en place ces jours de carence.
Donc l'amendement est déposé, bien sûr les syndicats hurlent, le ministère de la fonction publique dit « Ah là 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 là, qu'est-ce que vous nous déposez comme amendement ?» Ça discute, ça négocie. Hein. Finalement, ça arrive à un accord arbitré à 1 jour de carence dans la fonction publique. Alors pourquoi 1 jour dans la fonction publique, 3 jours dans le privé? Bon, à l'époque c'était comme ça. C'était du temps donc de Sarko à l'Élysée et puis de François Fillon à Matignon. Le truc est voté et ça va durer 1 an. Sur l'année 2011 et quelques, puisqu'après en 2012, alternance politique, une des premières choses que fait François Hollande, c'est de supprimer le jour de carence dans la fonction publique. Mais sur cette année de fonctionnement d'un jour de carence, on a eu des dizaines et des dizaines, voire des centaines de millions d'euros d'économies dans la fonction publique. Parce que, bien sûr, les arrêts maladie se sont cassés la gueule. Il y en a eu beaucoup moins. Et donc là, aujourd'hui, vous voulez trouver très très vite des centaines de millions d'euros d'économies, voire 1 ou 2 milliards. Vous mettez en place immédiatement 3 jours de carence dans la fonction publique, État hospitalière territoriale, sans possibilité de les payer, de les faire couvrir par une mutuelle. Et vous faites la même chose dans le privé, c'est-à-dire que vous rétablissez les 3 jours de carence dans le privé, sans possibilité d'être pris en charge par l'entreprise, donc disposition d'ordre public, ça fait sauter les dispositions conventionnelles qui prévoient la prise en charge, et sans possibilité de prise en charge par la mutuelle. Bon. À partir de ce moment-là, vous allez avoir une baisse drastique des arrêts de travail de courte durée. Ils vont se casser la figure, les arrêts de travail de courte durée. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire des économies pour l'État, fonction publique, des économies pour les entreprises. Hein, les heures travaillées vont être là de nouveau. Donc ça, vous avez... Et puis derrière... Et c'est plus crédible que cette réforme de la fonction publique sur le licenciement, enfin le statut? Et puis surtout, c'est comme ça. Ouais. C'est-à-dire que ça se fait de manière hyper simple. Parce que je vous laisse imaginer si vous commencez à vouloir réformer le statut des 3 fonctions publiques. C'est un truc complètement délirant. Et surtout, vous allez avoir un vrai blocage social. Ouais. Alors que sur les jours de carence, ça peut passer ça va râler un peu. Non, ça ne passera pas inaperçu. Ça va râler un peu, mais ça passera. Ça passera. Et là, vous avez immédiatement vous avez des économies très concrètes. Au niveau des finances publiques, mais aussi après pour les entreprises privées. Hein. Mais au niveau des finances publiques, vous allez avoir des économies très concrètes. Il faudrait faire le chiffrage par rapport à l'expérience qu'on a eue concrète de 2011, mais je ne serais pas étonné qu'on dépasse le milliard d'euros d'économies. Simplement avec cette petite mesure technique qui n'est pas bien méchante à prendre. Hein. Et pour finir, dernière petite question, est-ce que vous auriez un conseil à donner à une jeunesse qui nous regarde, un conseil pratique ou un conseil beaucoup plus large ou une information, quelque chose à savoir pour la suite, pour se préparer à un petit encouragement ou que sais-je? Pour se préparer à quoi? Justement par rapport à tout ce qu'on vient de dire, parce qu'on a été assez déprimant sur la façon de voir l'état des finances publiques. C'est pas déprimant, c'est-à-dire qu'il faut avoir conscience que les finances publiques françaises sont dans un état catastrophique, donc ça il faut le savoir, il faut se renseigner. Et puis après, à un moment, il ne faut pas négliger. Voilà, le conseil que je pourrais donner, c'est de ne pas négliger ces sujets-là. En matière politique en France, le sujet est focalisé sur les questions d'immigration, d'identité. En ce moment de sécurité, alors d'insécurité aussi dans la rue, puis il y a les problèmes internationaux avec ce qui se passe au niveau de l'Est de l'Europe, avec ce qui se passe au Moyen-Orient. Mais il ne faut pas oublier que le levier principal d'action de l'État, ça reste ses finances, pour pouvoir mener des politiques publiques, pour pouvoir s'équiper en matière de défense, etc. etc. Et donc, si l'État n'a pas des finances saines, on ne peut rien faire. Et donc, contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas un sujet anecdotique. C'est un sujet fondamental. On a souvent l'impression qu'on ne peut rien faire, nous, à notre échelle. Ah si, vous pouvez voter. Déjà, vous pouvez vous renseigner, vous pouvez regarder historiquement ce que ça veut dire d'être dans des situations financières catastrophiques pour l'État français. Et puis vous pouvez regarder, vous renseigner, vous êtes jeune, vous pouvez lire, c'est pas très compliqué. Allez voir quelles sont les règles budgétaires, s'intéresser un petit peu aux droits budgétaires, c'est un peu aride, mais bon voilà. Et puis de se dire que c'est quelque chose qui est intéressant à travailler pour s'informer et pour être un citoyen éclairé. Parce que le problème qu'on a aujourd'hui, notamment avec toute la surinformation, tout ce qu'on a, etc., c'est qu'en réalité, les gens ne sont pas si bien informés que ça, contrairement à ce qu'on peut croire, et donc sont très manipulables. Très, très manipulables.
Donc, il n'y a rien de mieux que d'aller au fond des choses, regarder les choses et de ne pas croire tout ce qu'on vous raconte à la télé, de ne pas croire tout ce qu'on vous raconte dans les journaux, parce que les pires mauvais influenceurs, ce sont ces pseudo-journalistes ou journalistes patentés qui vous, sous couvert de vous hiérarchiser l'information ou vous la décrypter, ne font que vous manipuler et qui en général techniquement sont des buses et qui comprennent pas grand-chose à rien. Et bien ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup.